que tout ce qu'on nous dit, ce qui est écrit dans les médias, c'est du mensonge. Et comme c'est ce que nous écoutons tous les jours, ça devient de la vérité, parce que les gens ne connaissent que ça. Frantz Fanon disait, je cite, « Chaque génération a un devoir ou une mission qu'elle doit remplir ou trahir. » Les amis, dans cette génération, nous avons un devoir, nous avons une mission que nous allons remplir, soit trahir. Donc vous voyez, avec tout ce qui est en train de se passer, où chacun est en train de prendre sa position, je prends le cas des pays du Sahel, où il y a eu le retrait de 3 pays, donc 3 pays qui se sont retirés de la CEDEAO, se unir afin de lutter contre le terrorisme, contre le néocolonialisme, les seuls devoirs qu'ils ont décidé de remplir, les amis. Chaque génération a toujours une histoire à écrire. C'est donc à cette génération de voir si elle doit écrire une histoire positive ou bien encore une histoire négative. Mais pourvu que cette génération soit d'une partie, soit remplie ce devoir, soit trahie. La deuxième citation que je vais vous donner, c'est une citation qui est souvent attribuée à Jules Bonnotte. Je cite, « Le mensonge qui parle a raison de la vérité qui se tait. » Les amis, c'est une façon de dire que si tu connais la vérité et que tu te tais et qu'il y a le mensonge qui est en train de circuler, c'est pour dire que ce mensonge aura raison de la vérité que tu sais et tu te tais avec cette vérité. C'est pourquoi vous allez voir de nos jours, la plupart des médias véhiculent beaucoup du mensonge. Par exemple, sur 10 messages qui sont transmis à longueur de journée, il y a peut-être 2 messages qui sont vrais, mais le reste, c'est du faux, les amis. Et pour cela, il faut avoir la connaissance, il faut avoir le discernement, il faut beaucoup s'instruire afin de ne pas croire à tous les mensonges qui sont divulgués dans les réseaux sociaux. À travers ces 2 citations que je viens de donner, je vais introduire les propos d'un homme sage. J'appelle toujours cet homme sage, le premier ministre malien Choguel Maïga, parce que pour moi, vraiment, c'est une richesse pour l'Afrique. C'est une bibliothèque pour l'Afrique, ok? C'est un homme qui est instruit, c'est un homme qui connaît l'histoire de l'Afrique et qui est en train de partager cela, qui divulgue cela afin que les Africains qui ne connaissent pas ce qui s'est passé dans le passé ou qui ne connaissent pas ce que les forces impérialistes sont en train de faire doivent le savoir doivent savoir cela à partir des messages qui sont transmis. C'est pourquoi nous, en tant que créateurs ou créatrices de contenu, nous avons cette obligation de partager également ces discours. Nous avons également l'obligation de partager ces messages. Donc, si vous recevez ces messages, je vous encourage à partager cela dans vos forums afin que tous les Africains aient connaissance ou conscience de ce qui s'est passé antérieurement en Afrique et de ce qui est en train de se passer et de là où nous sommes en train d'aller. Mais avant de vous laisser suivre ces propos, si c'est la première fois que vous découvrez cette chaîne, abonnez-vous, activez la cloche de notification afin de recevoir toutes nos prochaines vidéos. Parce que dans cette chaîne, je partage avec vous des contenus sur la motivation, sur le développement personnel, sur le business et sur l'actualité également, comme ce contenu que je suis en train de vouloir partager avec vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas également, je suis Rosmaël Ndioufo, je suis entrepreneur e-commerce. Je vous laisse donc suivre le discours du Premier ministre Choguel Maïga et dites-moi ce que vous allez penser de cela en commentaire, les amis. La jeunesse, pour qu'elle comprenne beaucoup de choses. Et en épigraphe, il y a 2 citations. La première est de Frantz Fanon, un grand panafricaniste, métis entier qui a fait son combat pour l'Algérie, pour l'Afrique, médecin français. Il a beaucoup écrit sur la lutte des Africains. Même le combat contre le racisme, sous toutes ses formes, que ce soit contre les Africains, contre les Arabes, contre les Juifs. Il disait d'ailleurs que lorsque on dit des salmons un Juif en Europe, il faut que l'Africain comprenne qu'il s'agit de lui aussi. Chez nous, on dit que quand vous voyez le charognard sur un cadavre, il faut lui dire de quitter notre cadavre. Parce que le charognard fait la même chose avec tout le monde. Il a dit que chaque génération a un devoir, une mission qu'il doit remplir ou trahir.
La deuxième citation qui est en épigraphe dans ce livre, c'est de dire que le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. Je pense que cette deuxième citation du Bamana, la langue la plus répandue au Mali, explique clairement et de façon très simple et frappante la situation des Africains, de l'Afrique et du Mali. Parce que tout ce qu'on nous dit, ce qui est écrit dans les médias, c'est du mensonge. Et comme c'est ce que nous écoutons tous les jours, ça devient de la vérité, parce que les gens ne connaissent que ça. Donc le mensonge qui parle a raison de la vérité qui se tait. Les autres l'ont tellement bien compris qu'ils investissent beaucoup d'argent dans leurs médias pour nous parler. Souvent un peu de vérité et beaucoup de mensonges. Comme l'esprit sélectionne, quand on vous donne 10 informations sur lesquelles il y a 9 mensonges et une vérité, sur les 10, vous sélectionnez un mensonge, vous répétez plusieurs fois dans plusieurs langues, en plusieurs lieux, ça devient de la vérité. Vous aurez remarqué par exemple que les grandes puissances, pour ne citer que celles dont on parle le plus, vous prenez par exemple la France, dans les médias, ils investissent minimum 600 millions d'euros. 600 millions d'euros, ça fait près de 40 milliards de francs CFA. L'Angleterre, dans BBC, près de 1 milliard d'euros. Les États-Unis, dans la voie de l'Amérique, Voice of America, plus plusieurs milliards de dollars. Et vous aurez constaté que depuis l'avènement de ce qu'on appelait la démocratie, les gouvernements ont négocié avec les gouvernements démocratiquement élus pour amener ces médias d'abord dans les régions et puis juste dans les villages et dans les langues nationales. Ce qui fait que les citoyens de nos pays n'écoutent que ce qu'ils disent. Je vous donne un exemple. Quand on était jeunes, et certainement certains parmi vous, quand on se lève, on écoute Radio Mali. Ce sont les nouvelles. Ensuite, les avis communiqués. Les samedis, dimanches, vous trouvez les gens qui écoutent la musique de Radio Mali. Ça, c'est dans les années 60. Mais aujourd'hui, quand les gens se lèvent, vous mettez RFI, BBC, Voice of America, tous les intellectuels, France 24. Et finalement, même nos vieilles écoutent et travaillent dans les langues nationales. Bamana, Fufulde, Tamashek, dans la zone la plus répandue. Par exemple, récemment, il y avait l'aménagement ici. Dans leur radio, on parle le français, le Bamana, le Fufulde, le Tamashek. Pour être sûr, le Sonrei, pour être sûr qu'ils sont entendus partout. Et donc, petit à petit, on délaisse les médias nationaux. On écoute ce qu'ils disent. Les vieilles vont dire, ah, RFI est faux. À France 24 est faux. La voix de l'Amérique a dit. Et donc, au fil des années, on grandit dans ça. Et ce qu'ils disent devient la référence. C'est la vérité absolue. Ce n'est pas par hasard. Parce qu'il faut formater les esprits. Il faut les amener à réfléchir comment on pense. Vous savez, l'homme est toujours le produit de son être. D'après Karl Marx. Quand vous prenez un enfant, par exemple, vous l'amenez en brousse, il dépasse 5 ans, il ne parle pas. Mais quand vous le voyez, il ne va pas parler. Il va aboyer comme les animaux. Il va marcher à 4 pattes. Parce que le cerveau de l'homme, on le modifie comme on veut. Et il travaille sur ça. Et donc quand on nous habitue à ça, on consomme tout ce qu'ils nous disent comme mensonge. Et ça devient la vérité. Moi, j'ai l'habitude de dire beaucoup de choses aux gens ici. Dans les rencontres avec les délégations internationales, souvent c'est répétitif. Mais je fais exprès parce que les auditeurs ne sont pas les mêmes. À chaque rencontre, les gens apprennent quelque chose.
Je le fais pour expliquer aux Africains qu'il n'y a rien au hasard. Tout au long de notre histoire, on a vendu le mensonge au profit de ceux qui le délivrent, pour nous formater et rester dans un état bien donné. Je remonte souvent un peu dans l'histoire, je ne vais pas trop loin. Je m'arrête juste en 1885, en février 1885, lorsque 14 nations européennes, la Russie et l'Amérique, se sont retrouvées pour le partage de l'Afrique. Vous savez qu'à chaque étape de l'histoire, il y a des nations qui dominent. De la même manière dont les États-Unis dominent aujourd'hui, en ce moment, c'est la France et l'Angleterre qui dominaient. Les Américains étaient là. Ils ont dit, mais on ne voit pas d'Africains autour de cette table. Ils n'ont pas eu de réponse. Les Russes étaient là, ils ont juste constaté, ils ont noté, ils n'ont rien dit. Ceux qui avaient le verbe haut, c'était les Français et les Anglais. Juste les Belges. Ils ont partagé l'Afrique. On a donné au roi belge le Congo comme propriété privée. Maintenant, la France, pour nous tromper, pour vendre le mensonge, on met dans les résolutions qu'elle va en Afrique pour civiliser les Africains, pour apporter la mission civilisatrice. Ça, c'est son rôle. L'Angleterre, on leur dit, eux, ils vont pour amener ce qu'ils appellent les 3 C. Civilisation, commerce, christianisme. Vous voyez bien. Et on dit qu'en Afrique, on va aller pour les aider, comme maintenant l'aide au développement. On dit qu'il y a 2 grands fleuves qui s'appellent le Congo, d'autres s'appellent le Niger. Donc on va aller pour aider à régulariser la circulation sur ces fleuves-là, pour qu'il n'y ait pas de problème. C'est ce qui a été retenu. Nulle part dans les conclusions, il n'a été question de coloniser l'Afrique. Quelques années après, qu'est-ce qu'on a constaté? Le roi belge a pris le Congo comme propriété privée. Pour construire la route Congo-Océan, il y a eu près d'1 million de morts congolais qui sont morts au travail. On les frappait, on les battait, celui qui meurt, on continue. Mais ce roi-là aujourd'hui, c'est un héros en Belgique. On ne l'appelle pas dictateur, on ne l'appelle pas assassin, on ne l'appelle pas génocidaire. Chez eux, c'est un modèle de roi qui leur a donné quelque chose. Vous voyez la petite Belgique et le grand Congo. Les Français et les Anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus, ils ont colonisé par la force, tué les gens, occupé, opposé les frères, les amener à s'entretuer. Et par la force, le viol, la violence, ils ont occupé tous les territoires africains. Quand j'ai passé en France, j'ai reçu, à la demande des autorités françaises, en septembre 2021, après avoir quitté New York, l'Assemblée générale de l'ONU, après le discours auquel vous vous référez, effectivement, et j'ai prononcé au nom de tous les Maliens, investi de la confiance du président de la transition, qui m'a dit, je vous fais confiance. Vous savez quels sont les problèmes de notre peuple. Ce discours-là, vous savez, à part mon conseiller avec lequel j'ai écrit, personne ne l'a vu, jusqu'à ce qu'il ait été prononcé. Personne. Le président a fait entière confiance, il ne m'a pas dit, je vais relire, corriger, ainsi de suite. Quand je suis arrivé là-bas, avant de rencontrer la communauté de France malienne, j'ai eu une demande d'audience de l'adjoint du ministre français des Affaires étrangères qui s'appelait Jean-Yves Le Drian. J'ai reçu son adjoint, un certain ambassadeur Bigou, qui a demandé à me voir. Quand il est venu, il a fait un long développement, ponctué de menaces, de leçons. Il l'a laissé finir. Quand il a fini, il a dit, l'ambassadeur, vous savez, parce qu'il m'a parlé d'abord de la Russie, en disant qu'on perd notre temps. Que lui était en Russie au mois de juillet, il les a mis en garde. Que nous n'aurons rien avec eux. Je lui ai dit que vous donnez son caduc. Vous allez rencontrer en juillet. Moi, je viens en septembre de New York
où notre ministre des Affaires étrangères a rencontré celui de la Russie. Et j'ai eu la confirmation. Il nous a dit que tous leurs engagements vont être respectés. Il lui a dit donc vos données sont caduques. 2. Je lui ai dit que vous savez, il faut changer un peu le logiciel chez vous. Parce que les dirigeants politiques avaient l'esprit colonialiste. Or, il ne faut pas se tromper d'époque. L'époque du colonialisme est terminée. Deuxième chose, il ne faut pas vous tromper de pays et de peuple. Notre peuple est réfractaire à la suggestion. Et quand vous allez demander à vos ancêtres, il y a des zones en Afrique qu'on a colonisées en 6 mois, d'autres en 2 ans, en 1 an. Mais chez nous, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre entre le 22 septembre 1878 et le 20 mai 1916. 22 septembre 1878, c'était la prise, c'était la bataille de Sabouzouli. 1916, c'était la bataille d'Andramoukan. Entre Kaye et Manaka, je l'ai dit, vos ancêtres ont mis 38 ans de guerre, au lieu de 6 mois ou 1 an ou 2 ans. Donc c'est un peuple de guerriers. La deuxième chose, c'est un peuple qui est réfractaire à la suggestion. Pendant les 70 ans où nous avons été occupés par les colonialistes, notre peuple s'est révolté régulièrement. Quand ce n'est pas les Touaregs, c'est les Peuls, c'est les Sorais, c'est les Dogo, c'est les Bobo, c'est les Mianka, c'est les Bamana, c'est les Sarakoulé, et j'en passe. Pendant les 70 ans, les gens sont toujours révoltés. Donc il ne faut pas vous tromper de peuple. Notre peuple n'aime pas la suggestion. Il faut parler avec nous et nous respecter. Il a dit la troisième chose, il ne faut pas vous tromper de dirigeants. Ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes que vous avez connus, qui ont peur de vous, qui courent derrière le luxe, qui ont besoin de vos appréciations. Nous, on a besoin d'être appréciés par les Maliens. Si vous coupez les visas, pas un problème. Notre président Assimi Goïta, après Kati, il va à Koulouba, il n'y a pas de visa là-bas. Moi, je n'ai pas de problème. Donc, il ne faut pas vous tromper. Avant, il y a des dirigeants peut-être qui, quand ils viennent à Paris, ils sont dans les grands hôtels, ils sont bien parfumés. Nous, on n'est pas dans ça. Nous, on veut... Vous avez des dirigeants avant qui logent dans des hôtels, on paye 6 000, 10 000 euros. Le matin, un café à 5 euros. Il dit, vous les accompagnez, mais vous moquez de la réalité. Parce que vous logez sur les fonds de l'État. Vous n'allez jamais vivre dans un hôtel de 200 ou 300 euros. Les montants comme ça, 6 000, 10 000 euros là, c'est pour les stars de football, de cinéma, ainsi de suite. Mais chez nous, les Africains, les pays pauvres que vous aidez, ils viennent, ils logent dans ces choses-là. Bon, ce sont vos amis, mais en fait, vous moquez d'eux. Chez nous, ce n'est pas ce genre de dirigeants qu'il y a aujourd'hui. Nous avons besoin d'être appréciés par les Maliens. Bon, je crois que la discussion n'a pas duré, il s'est fâché, il est parti. Je suis descendu rencontrer les Maliens. Parce qu'en réalité, j'ai été rencontrer les Maliens parce que c'est dans mon programme depuis que je partais à New York. Je ne savais pas que mon discours allait avoir un effet pareil. Donc quand je partais à New York, on m'a escorté là-bas pour aller à mon hôtel. C'est ce qui se doit normalement. Le retour de New York, l'ambassadeur était très gêné, il me dit qu'il n'y a pas d'escorte pour m'amener à l'hôtel. Il a dit que mais moi je viens du village, je n'ai pas besoin de ça. L'essentiel c'est de m'amener dans mon hôtel. Je n'ai pas ce complexe-là. Ce n'est pas un problème. Mais tout ça c'était pour m'intimider, parce qu'ils étaient habitués aux dirigeants africains. Vous savez, vous parlez à ces gens, ils vous rabrouent et vous taisez. Ils menacent, les gens se taisent. Ou quand ils sont fâchés, vraiment, il y a femme. Nous, on est sortis de ça. Quand je suis parti à New York, j'ai fait un rebrousse-chemin. Ce discours, quand je l'ai tenu en réalité, je l'ai tenu avec le cœur, avec le sentiment des Maliens.
Je ne savais pas que ça allait avoir un effet aussi dévastateur sur certains. Parce que même l'expression qui a été retenue dans ce discours-là, l'abandon en plein vol, c'est un euphémisme. En fait, c'est la trahison. C'est comme si vous êtes dans un avion, en l'air, quelqu'un vient, il ouvre la fenêtre, il vous pousse dehors. Je dis, mais c'est ce qu'on a fait. Si vous faites ça à quelqu'un, s'il a un parachute, ou quelqu'un veut lui donner un parachute, c'est ce qu'il prend. C'est ce qui nous arrivait avec la Russie. La réalité, c'est que pendant 10 ans, on a vendu du mensonge au Mali. Pendant 10 ans, on a tué des milliers de Maliens. Pendant 10 ans, on a tué des femmes, des enfants, des soldats. On les enterre dans les fosses communes. D'autres ne sont même pas enterrés. Or, pour vous dire comment on nous a vendu le mensonge, au début, ils ont dit à notre président intérimaire d'écrire une lettre pour demander à la France d'intervenir pour aider en appui aérien et renseignement. Il n'a jamais été prévu qu'il y ait des soldats au sol. Est-ce que vous savez que cette lettre-là, quand on est venu la chercher, on ne l'a pas trouvée au Mali. Il a fallu être sur Internet, c'est sur les sites Internet des institutions françaises que nous avons trouvé une copie de cette lettre-là. On n'a même pas gardé copie au Mali. Cette lettre dit appui en renseignement et nous aider à avancer. On a fait ça à Mopti. Donc les soldats qui montaient, il y a le militaire français qui est mort là-bas, paix à son âme, Damien Boité. Je rappelais à certains Maliens qu'en 1893, lorsque le colonisateur a décidé de faire une expédition pour aller coloniser Tombouctou, le chef s'appelait Boité aussi. Bon, c'est 120 ans en arrière. Il est mort, paix à son âme. Tombouctou libéré, Gao, appui aérien, renseignement. Tombouctou et Gao, je vous assure que c'est les soldats maliens qui faisaient le corps à corps. Les terroristes ont fui dans certains lieux, mais dans Gao, c'était vraiment le corps à corps pour les libérer. Moi, je connais des soldats qui sont morts, d'autres sont blessés. J'ai même des neveux là-dedans qui sont blessés. Tombouctou, Gao, on monte en Néfis. À l'approche de Kidal, on dit aux soldats maliens, non, il ne faut pas rentrer à Kidal. Et on leur raconte des histoires en disant que, oui, s'ils rentrent à Kidal, il y aura la vengeance, ils vont tuer nos frères Touaregs, donc à cause de ça, ils ne vont pas rentrer. Les militaires maliens ont dit que c'est leur territoire, ils vont rentrer dans Kidal, quoi qu'il advienne. Pour montrer le courage des soldats maliens, dont on se moquait avant. Ils ont dit même si on va les tuer, tous ils vont rentrer. L'actuel président était dans l'équipe. Vous savez ce qu'ils ont fait? Quand ils ont eu peur maintenant qu'il y ait un bain de sang, ils ont touché leur capitale. Et c'est de là-bas qu'on a touché les chefs maliens qui ont donné l'ordre à l'armée de ne pas bouger, de ne pas rentrer à Kidal. Donc c'est en accord avec les Maliens qui étaient à leur service qu'ils ont interdit à l'armée de rentrer à Kidal. Or, l'armée était détenue par l'organisation terroriste en Sardine à ce moment. À la porte de Kidal, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pour vous montrer un peu, je fais tout ça, c'est pour voir l'histoire. Ils sont retournés à une convention qui a été signée le 15 septembre 1907. 15 septembre 1907. Ça s'appelle la Convention de Bourem. Qu'est-ce qui est écrit là-dedans? L'Adra des Ifogas appartient aux Ifogas et à ceux qu'il plaira à la France d'y installer. Donc, quand on a interdit à l'armée de rentrer, il fallait retourner à cette convention. On allait voir en Sardine, qui était une organisation terroriste internationale. On a pris les 2 adjoints de leur chef. On les a ramenés à Kidal. On a formé le MIA, le mouvement islamique de l'Azawad. Et comme le mot islamique, ça ne fait pas du bon marketing,
On a dit HCA, Haut Conseil pour l'unité de l'Azawad. On les a installés à Kidal. Maintenant, ceux qui ont déclenché la rébellion même, bien sûr qu'on a poussé pour déclencher. Parce qu'au Mali, toutes les rébellions du Mali ne sont pas venues. Les Tamashek n'ont jamais rien demandé à personne. C'est des gens qui quittent dehors qui sont venus. Bien sûr, il y a eu le travail des services secrets pour regrouper toutes les communautés touareg, pour faire un gouvernement fantoche du MNLA. Donc les MNLA, les populations maliennes les en veulent plus qu'à tout le monde. Ils ont donc été chassés par les mouvements islamiques et terroristes. Les dirigeants étaient réfugiés à Ouagadougou et à Mauritanie. On est allé les amener dans les fourgons de Serval. Donc, on a mis les MNLA et les HCI ensemble pour former la CEMA, auquel on a donné Kidal. Et on a dit à l'armée malienne, il faut négocier avec la CEMA. C'est ça les accords d'Alger, donc vous entendez. On a fait du temps dans ça, à balader les Maliens. On était de bonne foi. Le président d'alors a retiré les négociations au Burkina Faso, dont le président s'était rendu coupable parce que c'est lui que les rebelles se réunissaient. Il jouait le jeu des puissances étrangères pour conserver son pouvoir. Donc il y avait une crise de confiance entre lui et le président du Mali. Il a donc confié l'affaire à l'Algérie en imaginant que, par reconnaissance avec tout ce que le Mali a joué comme rôle dans l'histoire de la lutte pour l'indépendance de l'Algérie, du temps du président Modibo Keïta, l'Algérie va être reconnaissante. Sauf qu'en réalité, dans les États, entre les États, c'est les jeux d'intérêt. Les questions de mon ami, on se tape l'épaule comme on fait au président africain quand il va à Paris, ça c'est pour nous endormir. Il y a les intérêts des États. Sinon, s'il y a une reconnaissance à faire, effectivement le Mali peut compter sur l'Algérie. Moi j'ai des lettres de De Gaulle qui dit clairement à Modibo, si vous continuez à soutenir les mouvements de libération en Algérie, nous allons tirer les conséquences. C'était des menaces. Mais nous les avons soutenus. Les Maliens ont été se battre. Celui qui est devenu leur président, c'est lui qui dirigeait le front sud du Front de Libération Nationale, Abdelaziz Bouteflika. Son siège était à Gao. Le Modibo n'a pas cédé. Donc, notre président, les Maliens pensaient naïvement que ça suffit. Mais il y a d'autres dirigeants aujourd'hui, ceux qui sont là-bas ne connaissent même pas ça, ils regardent les intérêts de leur pays maintenant. Bref, on a été en Algérie pour négocier. Mais on était en position de faiblesse. Vous savez que dans l'histoire, quand un gouvernement va dans une négociation en position de faiblesse, on lui impose ses conditions. Donc on a concocté là-bas un accord qu'on a signé le 15 mai 2015 avec beaucoup de chefs d'État d'Afrique centrale, d'Afrique de l'Est, d'Afrique de l'Ouest, parce que tout le monde pensait que c'est la fin. Mais pendant cette cérémonie, ceux qui observaient bien, nous on avait tous cru, je ne vous dis pas le contraire, on avait cru que c'était un premier pas, parce qu'on nous croyait naïvement, l'Algérie c'est notre ami, et puis après avoir appelé tous ces chefs d'État, mais on ne savait pas qu'il y a quelque chose derrière. Mais le président d'alors avait compris, parce que le représentant de l'ONU, un Français, Hervé Latsous, le secrétaire général adjoint de l'ONU, chargé des opérations, il a fait un discours menaçant pour le Mali, pour dire au Mali, il ne faut pas profiter de la signature de l'accord pour aller attaquer ceux qui ne l'ont pas signé. Parce qu'en réalité, la branche la plus puissante du mouvement, les HCIA, ils ont refusé de signer. Et les dirigeants du MNLA. C'est-à-dire, dans leur gouvernement, il y a des porte-paroles que les gens voient, c'est eux qui ont signé, mais les chefs même, ils ont refusé. Donc là-dedans, comme on a dit que c'était un accord, Hervé Latsous menace le Mali, il ne faut pas que l'État malien profite pour aller attaquer ceux qui n'ont pas signé. L'ancien président, paix à son âme, c'était Ibeka. Il a eu une réaction digne d'un Malien. Là, c'est le sang malien qui a coulé dans ses veines. Il a pris la parole. Il a dit que nous avons une claire conscience des relations internationales et que nous comprenons son message. Mais qu'il ne faut pas aussi que les autres utilisent l'accord pour prendre le Mali en otage.
En réalité, c'était le 20. Ils n'ont pas signé le 15. Ils ont attendu le 20 juin pour signer ce qu'on appelle relevé des conclusions. Un addendum qui a la même valeur que l'accord. Mais c'est dans ça qu'il y a le poison. Si on applique cela, dans quelques années, la division du Mali sera imposée à tout le monde, légalement. Et dès que ça a été signé, le représentant du MINUSMA a demandé une audience à l'Assemblée. Il est allé parler devant les députés. Pour qu'on enlève de la tête des Maliens l'idée que la MINUSMA vient pour la paix. Parce que les Maliens, nous, on était naïfs, on croyait que si la MINUSMA vient, ça va nous aider à combattre les terroristes. Et c'est ce qu'il y a dans le mandat. Le mandat de 2013, qui a été voté en avril 2013, quand vous le lisez, c'est dit que la MINUSMA devait utiliser sa force pour éloigner les terroristes, les détruire. Mais dès que l'accord a été signé, ils ont changé. Les résolutions changent chaque année. On met des choses là-dedans qui vident du contenu ce que les gens attendent. Il se trouve que c'est un seul pays qui écrit tout ça. C'est la France, le porte-plume du Mali. Au Conseil de sécurité, quand vous lisez les textes d'une résolution à l'autre, les textes changent complètement. Moi, je les connais tous par cœur. Donc l'accord, le texte qui a été délivré en avril 2013, il est totalement différent des textes qui sont venus après. Voilà comment le mensonge, petit à petit, on ment. C'est comme quand vous partez dans certaines institutions, quand ils veulent vous donner de l'argent, on vous dit, bon, on va vous donner 100 millions de dollars. Et puis on vous fait saliver. Vous allez l'utiliser pour faire ci, pour faire ça. Donc vous êtes très content. Vous annoncez même que vous avez 100 millions de dollars. Maintenant, le jour où vous partez signer les 100 millions, après l'avoir annoncé à tout le monde, il vous dit, bon, vraiment, on va vous les donner, mais il ne faut pas oublier qu'on a telle préoccupation. En fait, c'est les conditions qu'on vous pose. Vous êtes obligé, comme vous avez déjà dit à tout le monde que vous les prenez. Et en ce moment, mais on vous met l'accord au cou. Si vous ne faites pas aussi, on va dire dans votre pays que vous avez menti. Donc, on ment petit à petit, à chaque petite étape, on vous enfonce. Et c'est là-bas, le 15 mai, le lendemain, Jean-Yves Le Drian a donné une interview. Il dit que les Maliens du Nord et du Sud ont tout fait pour vivre ensemble. Ils ne peuvent pas. Conclusion, il faut les séparer. Mais il dit tout ça pour que ça rentre dans nos têtes. Au Mali, c'était même des idiots qui disaient « Ah, qu'on fait, anga douma, anga restaurant ». Il y a des idiots au Mali qui étaient responsables, qui ont commencé à lui dire ce que j'appelle les ignares triomphants. C'est-à-dire qu'ils ne connaissent rien, mais ils croient qu'ils connaissent tout. Ça, c'est 2013. Je vous raconte tout ça pour que vous voyez le cheminement, comment le mensonge a été délivré et s'est imposé. En ce moment, Hollande se lève, il parle, son ministre des Affaires étrangères parle, il va au Qatar, il dit, bon, notre action au Mali vise 3 objectifs. Détruire le terrorisme. 2, assurer l'autorité du Mali, l'imposer sur l'ensemble du territoire. 3, veiller à l'application des résolutions des Nations Unies. Nous, on entend ça, tout le monde est content, c'est l'ami du Mali. Il vient ici, il nous dit des belles phrases, il dit son arrivée au Mali, c'est le plus beau jour de sa vie politique. D'ailleurs, la France doit une tête aux Africains. Bon, vous savez, nous, on est très naïfs. En réalité, tout ça, il le dit, mais il mentait. Abba Fopien, sachant bien que derrière ça, il a d'autres calculs. Bon, nous, on croit à ça. On enlève, on fait des danses, des gens donnent le nom à ses enfants, tout le monde est content. Maintenant, on se rend compte quelques années après que le terrorisme, au moment où il parlait là, il était au nord, confiné au nord, l'extrême nord. Ceux qui sont venus détruire là, en 2020, ça a pris 80% du territoire. Donc, ils ne sont pas venus détruire le terrorisme. Ils mentaient, ils étaient venus pour le propager plutôt. Il dit, c'est pour imposer l'autorité du Mali sur l'ensemble du territoire. Or, c'est eux qui ont empêché l'État de rentrer à Kidal. Donc, ils mentaient.
On nous a mis dans la tête. Appliquer les résolutions des Nations Unies, je vous ai dit que je les connais presque par cœur. La résolution d'avril 2013, quand vous la lisez, ça vous donne entièrement satisfaction. Mais dès juin, on l'a changé. Et quand vous lisez les résolutions, petit à petit, les contenus changent, j'ai dit aux certains, comme un habit que vous changez dès qu'il est sale. Donc, le mensonge d'un chef d'État a servi à endormir toute l'Afrique. Et vous savez comment ils ont fait ça? Ils arrivent à voir les dirigeants, on te flatte. Vous avez vu quand on a tué les gens à Paris, tout le monde, les journaux, comment on l'appelait là, Charlie, il a invité les présidents africains, notre président était là, on dit bon, c'est le seul que Hollande a pris par la main, il est même à côté de lui. Bon, les Africains aiment ça, on les flatte, on les tape à l'épaule, on dit ah, vraiment le président malien, c'est grand ami du président français, les autres présidents sont même jaloux de lui, lui-même il raconte ça aux gens à son retour. Mais en réalité c'est pour l'endormir. Mais lui il est très content. En fait, il faut avancer leur pion. Ils se réveillent, maintenant ils mettent une stratégie pour nous paralyser. On dit, c'est des partenaires stratégiques. Vous luttez contre des gens. Ils ont pris une résolution. On ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne. On ne peut pas acheter d'hélicoptères. On ne peut pas acheter d'avions. On ne peut rien acheter. Et le pire, et on manipule les dirigeants. Parce que vous aurez, ils cherchent toujours à avoir le président, le premier et le président de l'Assemblée. Ils font leur jeu. Leur président l'a dit d'ailleurs, notre chef d'État, le président de la transition, a dit que le président de la France l'a appelé une fois pour lui donner des noms. Qui doit être président, qui doit être premier ministre, qui doit être président de l'Assemblée au Mali. Amouto, moi je les connais. Moi. Ils cherchent à être président d'ailleurs certains. Il leur a dit non. Oteke, n'est pas que président cette fois-ci. Ça, c'est le président Assimi Goïta qui l'a dit, le colonel Assimi Goïta. Donc, ils cherchent à avoir les premiers responsables. Ils ont parlé d'un premier ministre, on le manipule, il fait une opération commando à Kidal. En fait, ils avaient un plan. Il fallait un prétexte. Parce que les Maliens qui sont parvenus à rentrer par négociation, il fallait les chasser de là-bas. Ce premier ministre va, il fait le rodéo, on vient, on égore tous les préfets. Lui, il fuit pour rentrer avec sa délégation dans le camp de l'aménagement pour ne pas mourir. Maintenant, tous les autres, on les a égorgés. Les préfets, sous-préfets. Quand il est venu, il est sur ses grands chevaux, on va monter à Kidal, et puis ils font passer dans leur radio pour qu'on entende. Et les Maliens, à notre prémisse, il est courageux, hein. Mais en réalité, ce qui se cache derrière, c'est sortir carrément l'État malien de Kidal. Et vous savez que les militaires qui ont fui pour rentrer à Kidal, parce qu'en conseil des ministres, on est venu annoncer que l'armée malienne a pris Kidal. Ils ont failli applaudir. Quelque temps après, on dit qu'il y a eu retournement de citation. Le Mali a perdu Kidal. On a amené des forces dans ces zoos pour faire perdre l'armée. Et plus tard, le président disait dans une interview qu'il y a des non-dits. Et vous savez, les soldats qui ont fui pour rentrer dans le camp. Quand on a libéré, quand tout est fini, l'armée malienne a voulu récupérer les armes. Vous savez, l'officier français là-bas qui dirigeait l'aménagement, qui dirigeait Serval, c'était encore Serval, il leur a dit non, ça n'appartient pas au Mali. Ça, c'est des butins de guerre. Quand vous partez en guerre, c'est que vous prenez à votre adversaire. Ça vous appartient. Il leur dit, ça appartient à la CEMA. C'est des butins de guerre qui appartiennent à la CEMA. Si vous voulez les avoir, allez négocier avec eux. Ça, c'est l'officier français qui était là-bas qui leur dit ça. Est-ce que vous pouvez imaginer ça? Ça, c'est du temps de Serval. On a continué. 2016, Serval devient Barkhane. Comme le siège de Barkhane, c'est au Tchad, à Faye-Largeau, la base de Faye-Largeau. Le chef d'état-major français vient, il fait le tour des troupes de Barkhane. Après avoir fait le tour des troupes, il leur dit ceci. Nous sommes venus ici il y a 100 ans, autrement dit leurs ancêtres. Nous avons quitté il y a 60 ans, dans les années d'indépendance. Maintenant, nous sommes revenus, c'est pour 100 ans. Donc, c'est nous qui sommes dans le front, la lutte contre le terrorisme. Et ils savent pourquoi ils sont venus. Ils disent qu'ils sont revenus pour 100 ans. Vous avez vu ça?
Bon, nous, on continue à danser, à chanter, nos amis. Maintenant, parmi les dirigeants, ceux qui font le jeu, par exemple, on sort l'argent pour acheter 6 hélicoptères. Les gens s'entendent en douce, on détourne. Il y a des Européens qui sont ici, qui ont 2 vieux hélicoptères qui vont dans les mines. On les repeint, on les vend au Mali au prix du neuf. Les 4 autres disparaissent. Le président va, il dit, bon, c'est fini, maintenant on va poursuivre les terroristes. Les Maliens sont contents, on a applaudi à la télé. Quelques mois après, les hélicoptères tombent en panne. Et on n'a plus rien. On commande 6 avions de combat à vision nocturne. On a les avions, 4 au lieu de 6. Les 2, on ne sait pas où c'est parti. Maintenant, les 6 qui viennent ne peuvent pas faire le combat la nuit. Il y a des systèmes qui manquent, donc ils deviennent des simples avions de transport. Ceux qui ont organisé ça sont dans des postes de responsabilité au Mali. On les prépare même pour être président. Ils voyagent, ils ont des grands noms, ils occupent des ministères stratégiques. Et on est dans ça. L'argent est récupéré, partagé entre les gens. On va à des élections démocratiquement élues, comme les gens sont pauvres. Quelqu'un qui a 100 milliards, il prend 1 milliard, il vient, il corrompt tous les gens. Tout le monde danse. Il devient président, on dit qu'il est démocratiquement élu. Et ça continue. Donc le plan, c'était qu'il continue comme ça. Au bout de 15, 20, 30 ans, tous ceux qui comprennent, ou ceux de la jeunesse, ils vont mourir. Sauf les jeunes. Donc c'est des jeunes qui ne connaissent pas l'histoire, qui ne comprennent rien, qui rêvent d'être riches, de voyager en Europe, d'être appréciés. Dans l'armée, il y a des militaires en format. J'ai vu des généraux qui sabotent nos militaires, qui disent qu'ils vendent l'essence, ils enlèvent les pièces pour qu'on déteste les militaires. Et on met dans la tête, si tu es dans l'armée, il faut être un général milliardaire. C'est ça le rêve des militaires. Les politiciens, il faut être milliardaire. Donc comme ça, on prend notre pays en otage. Les petits soldats qui se battent pour le pays, ils vont au front. On envoie par exemple 200 personnes quelque part. Tout le monde croit qu'ils ont 200 fusils. En réalité, ils n'ont que 50. Maintenant, les 50 aussi, peut-être il n'y a que 25 qui ont des balles. Les terroristes, ils ont des gens juste dans le cœur du système. On les informe. Ils viennent, ils attaquent la base. Ils tuent ceux qui peuvent tuer. Les autres qui n'ont pas d'armes, qui n'ont rien. Vous êtes obligés de fuir et vous cacher. Et après, on sort des poèmes. On insulte les Maliens. Ah, les Maliens fuient, le Mali n'a pas de soldats. Dès qu'on trépille, ils fuient comme des lapins. Et des hommes politiques vont en Occident, ils tiennent des discours devant le Parlement. Ah, le Mali n'a même pas de soldats. Ah, les soldats, ils sont bons que pour faire les coups d'État, pour faire des défilés. Ça, j'ai entendu de la bouche d'un haut responsable. Donc, on ne respecte pas nos armes, nos militaires. Ça aussi, c'est le mensonge qu'on a cultivé jusqu'à ce qu'on commence à croire à ça. Et c'est la débandade. Or, chez eux, les militaires sont respectés. La tenue militaire est sacrée. Où on se lève, on dit oui, c'est des militaires qui sont à la tête. Les militaires ne doivent pas diriger un pays. En oubliant que c'est chez eux là, les 2 hommes les plus célèbres de l'histoire de la France, c'est Napoléon et De Gaulle. Mais c'est des militaires. En Angleterre, c'est Churchill, c'était militaire. Aux États-Unis, après la fondation des États-Unis, c'était le général Washington. Quand ils ont fini la Seconde Guerre mondiale, où il y avait les incertitudes, ils ont pris Eisenhower, c'était l'ancien chef d'état-major général de l'armée américaine, comme président. Donc, c'est qu'on ment, et il y a des intellectuels qui lisent les livres, on les travaille les cerveaux dans les écoles, la démocratie, un militaire ne peut pas diriger. Mais un militaire, c'est un civil en tenue militaire, c'est tout. La preuve, c'est qu'à sa retraite, il enlève la tenue, il devient comme tout le monde. Ils en cultivent. Les boutistes, ils sont ceci, ils sont cela. Donc, d'un côté, on ne peut pas s'équiper. On dénigre ce qu'on doit équiper. On refuse de les acheter des équipements parce que le militaire n'achète pas lui-même les armes. C'est les politiques qui achètent pour lui donner. Et on fait la communication, on travaille les cerveaux. Donc, bébé Tiganga soda cela. Et la conclusion, c'est qu'au fil du temps, on va dire, bon, on va soda ce fouet là. Il faut que les Blancs viennent nous sauver. Et le terrorisme s'étend. On est au Mali,
Le Burkina, le président négocie avec les terroristes en croyant que pour sauver son pouvoir, c'est ça. Dieu a fait qu'il est tombé. En Mauritanie, la même chose. Les terroristes vont faire des attentats à Grand Bassam, à Abidjan, ils font des incursions au Togo, au Bénin, ils reviennent. Et quelque chose qu'on voulait circonscrire depuis 2013. Ça s'éteint dans ces pays. Au lieu de s'asseoir et réfléchir, ils vont prendre des ordres. On leur dit, faites tout pour faire tomber ce régime-là. Je vous assure que les militaires qui sont à la tête du Mali aujourd'hui avec nous, s'ils avaient accepté au lendemain du coup d'État de faire ce que ces gens-là voulaient, ils allaient rester au pouvoir. Le temps qu'ils veulent, ils n'auront rien. Si les intérêts personnels les intéressaient. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont mis une stratégie pour récupérer le Mali. Et Dieu a fait qu'avec l'aide des Maliens, de vous tous, la diaspora, parce que la diaspora a été extrêmement importante dans l'implémentation de la transition. Par chaque Malien de l'extérieur, quand il parle, il nourrit peut-être plusieurs ici. Donc, grâce aux Maliens de l'intérieur et de l'extérieur, on a proposé aux militaires un premier ministre. Après avoir fait 9 mois de ballottage où les Français disaient que le président qui est venu en 3 mois, il a fait plus que ce que l'autre a fait en 7 ans. Pourtant, il est venu aussi à la suite d'un coup d'État. Et puis celui qui dénigre là, ils l'ont soutenu jusqu'à sa chute. Mais comme l'autre a refusé ce qu'ils veulent, c'est un putschiste, il est irresponsable. Nous avons été nommés le 5 juin, le 7 juin 2021. Mais vous pouvez demander à tous les Maliens. Le 4 juin, je n'étais pas nommé encore, il y a eu un meeting. Ce que j'ai dit aux Maliens, j'ai dit que les chemins qu'on a suivis, il faut que les vrais partenaires du Mali nous laissent regarder vers d'autres horizons. Mais que dans cette voie-là, il faut que les Maliens s'apprêtent. Nous allons rencontrer des puissants vents contraires et des cercles de feu. Certains Maliens vont tomber, mais on va laisser personne au bord de la route. On va se tenir la main jusqu'à arriver au bon rivage. Je n'étais pas encore Premier ministre. Donc moi, j'avais une idée claire de ce qu'il faut pour le Mali. Je suis venu trouver des militaires qui ont une idée claire de ce qu'il faut pour le Mali. C'est la jonction de ces deux facteurs-là. Il n'y a rien d'autre. Celui qui vous dit autre chose, là, il ment. Hein? Cette jonction a fait qu'il y avait une confiance. Et quelques jours après la nomination, les Français disent non, on va quitter le Mali. Parce que le gouvernement a décidé de négocier avec les terroristes. Parce qu'il y a certains villages où les populations sont obligées de faire des accords locaux juste pour avoir la paix temporairement. À cause de ça, ils disent qu'ils quittent le Mali. Ils ne disent à personne. Et puis on n'apprend pas les antennes. C'est ce que j'ai appelé abandon à flamme vol. On a des accords militaires, on a des antennes. Mais vous quittez, vous ne nous avisez même pas, alors qu'on s'est assis à deux pour signer. Les mêmes qui ont dit ça, vous avez vu au Niger avant que le président ne tombe là. Mais sur le perron de la présidence, il recevait des terroristes, il les libérait, tout le monde voyait. Pourtant, les Français disent qu'il est démocratiquement élu. Donc c'est faux. En réalité, c'est parce que les militaires ont refusé de faire ce qu'ils veulent. Ils pensent qu'en disant qu'ils partent, on va paniquer. Effectivement, la majorité des Maliens avaient paniqué. Il y a des hommes politiques qui vous disent, mais on ne comprend pas, vraiment, les Français sont partis, qu'est-ce qu'on va devenir? Ainsi de suite, parce qu'ils ont travaillé les cerveaux pendant des décennies pour dire que si la France n'est pas là, on n'est plus rien. Mais ceux qui n'ont pas compris, c'est que cette équipe-là est très consciente. La haute hiérarchie militaire sous la direction du président, du ministre de la Défense, des chefs d'état-major, des chefs militaires ont préparé ce que nous appelons la grande offensive militaire, dans la plus grande discrétion. On a mis notre diplomatie en jeu. Avec le président, le ministre de la Défense, on a fait de la haute diplomatie pour équiper notre arme. Ça, c'est le côté militaire. Mais sur le côté politique, nous avons porté l'escorte là où il fallait. Le mensonge, là, on a commencé à expliquer aux gens. Quand je suis revenu de New York, le ministre des Affaires étrangères algérien, son président l'a donné un avion, il est venu spécialement de l'aéroport, il est venu dans mon bureau. Bon, je ne savais pas en réalité que tout ça, c'est-à-dire que les Européens nous faisaient, eux aussi voulaient faire ça, pour me féliciter, pour avoir le courage de dire ce qu'on a dit aux Français. Ce jour-là, on a dit ceci en Criquita, on a dit,
Le colonialisme a commencé par l'Afrique. Le tombeau du colonialisme, c'est l'Afrique. C'est ce qu'on s'est dit en quittant. Le colonialisme a commencé par l'Afrique. Le tombeau du colonialisme, c'est l'Afrique. On était très contents. De là, il a été salué le président. Et ensuite, il a pris son avion, il est retourné. Tout le monde était content. Parce que pour la première fois, nous avons dit la vérité au monde entier. C'est quoi? Le mensonge là, on a commencé à dire la vérité. La vérité a arrêté de se taire. Elle a commencé à parler comme le mensonge pour qu'on fasse la différence. Avec des exemples que personne ne peut nier. Vous avez vu, quand il y a eu Ogosago, on a tué des femmes, des enfants. Est-ce que vous savez que les mêmes jours, nous, on a reçu une délégation des Nations Unies? Moi, je suis dans l'opposition en ce moment. Mais quand vous voyez les gens, on dit qu'il n'y a rien. On est venu discuter de paix. Les Maliens, on les tué. Le président va. On enterre les gens dans les fosses communes. Ils pleurent. Les Maliens le voient. Bon, comme si un président n'a pas dû pour pleurer. C'est pour résoudre les problèmes des gens. Et il y a un exemple très frappant. Je le cite pour vous compreniez terre à terre ce qui se passe. À un moment, ils disent, bon voilà, on va aider le Mali à construire une base militaire. L'aménagement sort l'argent. Barkhane construit la base. C'est Barkhane qui construit, l'aménagement paye. Et dans cette base, s'il vous plaît, on a oublié, entre guillemets, de faire un forage. Donc les militaires maliens n'ont pas d'eau. Ils sont obligés de sortir, aller dans les hameaux Touareg à côté pour chercher de l'eau. Donc les terroristes les surveillent. Ils étudient leur cheminement. Un jour, ils viennent tomber sur eux au puits. Ils tuent tous les militaires. Ils prennent l'avion, le camion disons. Au lieu des barriques d'eau, ils mettent des bonbons de gaz là-dedans. Des bonbons d'explosifs disons. Ils vont dans la base, ils la font exploser. Les soldats meurent. Ceux qui survivent font 7 heures de temps en train d'appeler. Allah Kama qu'on vient les sauver. L'aménagement et Barkhane disent non. Qu'ils ne sont pas venus pour faire la guerre. Ils ont des hélicoptères, ils ont des avions, mais ils disent qu'ils ne vont pas. Et ils sont venus pour maintenir la paix. Donc les soldats meurent. Et comme nous n'avons même pas d'avion de transport, on fait une fosse commune, on les enterre. Parce que l'avion de transport qu'on a voulu acheter avec un gouvernement européen, on a payé l'argent. Mais il y a un pays aussi qui dit qu'on ne va pas l'avoir. Donc c'était bloqué. On a payé l'argent, mais on ne peut pas avoir l'avion. Donc même les cadavres des militaires, quand ils demandent, on dit bon, l'armée n'a pas les moyens. Donc même les corps de ceux qui sont, non seulement on ne donne pas des armes aux gens, on les assoiffe, on les tue. Même les corps, on ne peut pas les amener dans un cimetière, les enterrer. On est obligé de faire une fosse commune. Et ceux qui sont à la base de ça, là, on dit qu'ils sont démocratiquement élus. Ils voyagent. Vous protestez, on sort des forces de l'ordre, on vous matraque, on vous oublie au silence, on vous tue. Ça, c'est un exemple frappant. Pendant ce moment, je vous dis, on ne peut même pas acheter des lunettes à vision nocturne. On a fait tout ça ici. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font pour nous embrouiller là? Ils disent on crée G5 Sahel, on crée Takuba. G5 Sahel, c'est la Mauritanie, le Burkina, le Mali, le Tchad et le Niger, 5 pays. Le tour du Mali arrive pour présider. On dit que ça ne peut pas se tenir. Alors que nous payons plus de 400 millions par an de cotisation. On ne peut pas tenir parce qu'il y a un président extra-européen, le président français, qui n'est pas d'accord. Notre président a donné un délai. Si ce délai passe, on a décidé qu'on en sort. G5 Sahel est mort de sa belle mort. Et vous savez que quand ce G5 Sahel existait, ils ont demandé 2 milliards de dollars pour lutter contre le terrorisme. On n'a pas pu trouver. Mais ils ont eu 30 milliards en Ukraine après. Ils ont trouvé actuellement 3 milliards pour la CEDEAO, pour sa force d'attente, qui est en train d'attendre depuis 2012. Parce que cette force d'attente-là, elle a été créée en avril 2012. Lorsque notre président ATT est tombé, il est allé au Sénégal. Il y a eu le premier sommet de la CEDEAO, l'investiture du président sénégalais Macky Sall. Donc là-bas, ils ont fait une réunion, ils ont décidé de créer une force d'attente.
de 3000 hommes. Comme par hasard, à cette réunion s'est retrouvé le ministre français des Affaires étrangères, Alain Juppé. Il dit aux gens, non, que ça c'est trop. Pour seulement 500 djihadistes. Mais quel est son problème? Qu'on prend un marteau ou bien un éventail pour tuer ceux qui considèrent comme étant une mouche. Quel est son problème? Et cette force-là est en train d'attendre jusqu'à présent. Et récemment, il paraît qu'on voulait lever la force d'attente contre le Niger. On ne l'a pas vu, elle attend. Bon, récemment, il paraît qu'elle dit qu'ils vont attendre encore. Ils ont fait un sommet pour dire qu'il y a la force d'attente. Mais il n'y a rien. Tu ne peux pas créer une force et dire que les Européens vont financer. Et ils veulent tout juste vous manipuler. On a créé ces 5 Sahel et puis maintenant on va commander de l'argent dans les pays arabes. Et vous savez, quand on a l'argent, qu'est-ce qu'ils font? Ce n'est pas les Africains qui collectent l'argent. Hein. C'est la France qui collecte l'argent. Donc quand on cotise 100 millions d'euros, bon, on prend 10 millions, on repeint des vieux équipements, on vient donner aux Africains. Les 80 millions, 90 millions, ils gardent. Donc on a donné souvent des vieux équipements au pays de la SIDA, au pays du G5 Sahel. Moi je connais un pays où des soldats ont fait un accident dans une nouvelle engin qu'on leur a donné. Les soldats ont vu tous les pieds coupés. Parce que c'était des vieux équipements rouillés d'air qu'on a repeint pour leur donner. On a tout vu ici. Bon, c'est ce mensonge-là qu'à un moment donné, nous avons décidé de dire d'arrêter. Takuba, j'ai expliqué aux gens, en tamashek et en soirée, ça veut dire le sabre pour diviser. Donc son objectif, on nous a dit, c'est pour nous aider, mais en réalité, c'est pour transformer Menaka en un lieu d'entraînement des forces spéciales de plusieurs pays de l'Union européenne. Même quand l'armée veut aller dans des zones, on dit non, c'est la zone d'entraînement de Takuba. Donc sur notre territoire, il y a des lieux où on ne peut pas aller. Et on se rend compte historiquement, parce que moi j'étudie tous les documents, depuis 2001, donc 12 ans, 15 ans avant, ils avaient fait une réunion stratégique à Abidjan pour demander est-ce qu'à l'horizon 2012-2015, il ne serait pas possible d'envisager la présence militaire de l'Union européenne dans le Sahel. Est-ce que vous savez qu'à cette réunion, la délégation malienne, dirigée par des dirigeants que je connais, qui veulent être présidents, certains, a pris la parole pour dire que c'est nécessaire. En 2000. Et les Africains qui ont dit qu'ils n'étaient pas d'accord, c'est qu'il est advenu avec eux, on le sait. Donc tout ce qu'ils font, ils le prévoient à l'avance. Tu vois, c'est nous qui sommes en train de faire les choses comme on veut, comme ils veulent. Donc pour vous dire, les mensonges, du début à la fin, ce n'est que du mensonge. C'est ce que nous avons décidé de détricoter. On a chassé Takuba. Parce que leur papier n'est pas réglé. Vous êtes en France. Quand vous invitez quelqu'un en France, c'est l'invitation, mais après il faut le visa. Et les gens nous disent que c'est l'ancien président qui leur a autorisé de venir ici. On a dit, bon d'accord, ça c'est l'invitation, mais le visa, il n'y en a pas. Ils sont venus comme en terre conquise. On les a chassés. On a fermé Takuba. G5 Sahel, depuis qu'on est sorti, il est mort de sa belle mort. Maintenant, on a décidé d'attaquer le papa. C'était l'aménagement. Parce que vous imaginez, même dans les académies militaires de ces pays-là, même dans les services, il y a toujours un conseiller militaire français. Après 60 ans. C'est lui qui dit ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Et un militaire qui ose protester là. On envoie quelqu'un voir le président démocratiquement élu, qui appelle son ministre de la Défense, et on vous enlève. Si vous avez la chance, on vous débarque. Sinon, on invente pour dire que vous êtes dans un complot pour vous mettre en prison. Et on terrorise comme ça tous les militaires patriotes qui ne peuvent plus parler. Ils sont obligés de se taire. Et qu'à la prochaine fois, les milliards volés là, on enlève un peu, on devient encore président démocratiquement élu. Et la démocratie est devenue maintenant quelque chose à la bouche tout le temps. Donc, ce mensonge-là, nous avons décidé d'y mettre fin, c'est tout. Maintenant, il y a les conséquences. C'est que ça ne se fait pas comme ça. On subit des pressions militaires, diplomatiques, surtout des pressions économiques. Leur plan maintenant, c'est de nous étrangler petit à petit économiquement pour que les gens se révoltent contre le régime. Parce que quand il y a eu l'embargo là,
C'était pour que les gens se révoltent. Même dans notre mouvement M5, il y a des gens qui ont fait des écrits, qui ont dit qu'on ne va pas dépasser 2 semaines. Ils ont entrepris des jeunes, ils les ont parlé. Mais on a fait de la haute politique. Il y a eu les assises nationales. Et l'armée, ce qu'ils ont préparé dans la plus grande confidentialité, à partir de décembre 2021, il y a eu ce qu'on appelle la grande offensive militaire, où on est allé attaquer les terroristes dans leur camp. Partout. Aujourd'hui, quand vous regardez, ils n'attaquent pas les camps militaires. Ils vont tomber sur des paysans, sur des villages, parce que nous avons détruit tous leurs camps. On a acheté suffisamment d'hélicoptères, des avions de combat. Moi, je suis tombé malade le 9 août 2022. Vous savez que c'est après avoir assisté à la livraison d'un paquet d'armes qu'on a reçu, hélicoptères et avions de combat, que notre vaillante armée a acquis. J'étais tellement content que j'ai même demandé au président que le conseil des ministres, qui se tient à 10h, qu'on le reporte à 15h. Il dit d'accord. Je suis parti dormir en disant de me réveiller à 13h. Je ne me suis plus réveillé. C'est ce qui me vaut la maladie dont j'en parle là. Parce que pendant la première phase de la transition, il fallait faire un travail politique que beaucoup ne comprennent pas pour empêcher que les adversaires du Mali aient les décisions. Moi, je venais ici à 6h le matin, j'ai quitté à 23h minuit, pendant plus d'une année et demie. Bon, le cerveau s'est déchargé et je suis tombé. Parce qu'à force de travailler, il n'y avait plus d'énergie dans le cerveau. Le cerveau, c'est comme une batterie. N'économisez pas sur votre sommeil. Les 24 heures de la journée, là, 8 heures, c'est pour dormir. 8 heures, c'est pour travailler et 8 heures, c'est pour se distraire. Économisez sur le manger, le travail, mais le sommeil, là, n'économisez pas. Hein. Si vous ne mangez pas, vous pouvez vivre 3 mois. Si vous ne buvez pas, vous pouvez vivre quelques semaines. Si vous ne dormez pas 3 jours de suite, là, il n'y a pas d'économie là-dedans, on ne rattrape rien. Le cerveau, là, quand vous dormez pendant les 8 heures, là, c'est comme la batterie de votre téléphone, elle se charge. Donc quand vous réveillez, c'est chargé, l'énergie est dépensée dans la journée. Et vous chargez. Donc si vous travaillez trop, vous ne dormez pas là, ça se charge et quand la batterie est déchargée, c'est fini, vous ne vous réveillez plus. C'est pour cela que quand je suis tombé malade, il y a un journaliste malheureux qui a dû parler avec des docteurs, qui dit que la maladie que j'ai là, ceux qui ont ça, les 95% ne se réveillent plus. Et les 5%, quand ils se réveillent, à plus forte raison, prétendent être préministre encore. Et les gens ont cru à ça. La preuve, c'est que quand je suis sorti, il y a des gens qui sont réunis, moi je sais où, pour dire que les docteurs ne leur ont pas dit la vérité. Ce type, il est revenu, on regarde ses yeux, il est en train de parler comme un homme normal, alors que ça ne se doit pas. Donc, on travaille à hériter. En ce moment-là, comme je vous dis, même si des fous disent qu'ils veulent une audience avec les premiers ministres à 23h, j'étais disponible. Mais quand vous entendez les gens parler de prémices clivants, il n'y a pas de prémices qui ne soient pas clivants. Parce que tu choisis une voie. Donc ceux qui ne sont pas d'accord, ils vont dire que vous êtes clivants dans tous les pays. Mais en France, ce n'est pas tous les Français qui étaient pour la libération. La preuve, c'est que pendant des années, ils ont tué les gens, ils ont rasé des personnes. En Angleterre, j'explique aux gens, lorsque le premier ministre anglais, ministre des Affaires étrangères, qui s'appelle Chamberlain, il est allé en Allemagne signer un accord de paix en 1940. Quand il est revenu, tout le peuple est sorti le féliciter. La reine aussi. Il y a une seule personne qui leur a dit, vous êtes en train de vous tromper. Ça, c'est un accord que vous avez signé pour avoir la paix. C'est honteux. Il dit, à la fin, vous aurez et la guerre et la honte. Mais on ne l'a pas écouté. Mais qu'en 1941, les Allemands sont tombés sur l'Angleterre. C'est ce premier clivant-là qui est sorti. La reine a été l'appelée, il s'appelait Churchill. Il a désigné le premier ministre. C'est lui qui a conduit jusqu'à la victoire. En France, De Gaulle a fui. C'était un officier de blindés, il a fui pour aller en Angleterre. Il était clivant. D'ailleurs, sous Pétain, il était même condamné. Mais il est revenu. Moi, j'ai reçu ici les partis de l'ancien régime la première fois. J'ai voulu leur expliquer la nécessité de faire l'union nationale. Vous savez ce qu'ils m'ont dit? Ils m'ont dit, écoutez, un gouvernement de transition, il n'est pas fait pour réformer le pays, pour refonder. Il doit faire les élections et partir, point. C'est le gouvernement démocratiquement élu qui doit faire les réformes.
Mais ça m'a été dit, à partir de ce moment, j'ai dit, en ce moment, ça veut dire qu'on ne va jamais se comprendre. C'est après qu'ils ont été élaborés le terme. Ah, le premier ministre, là, il divise les Maliens, il est clivant, Anga Bende, Anga Franyonka. Ça, c'est des histoires. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des moments de l'histoire où il n'y a pas de consensus. C'est les forces progressistes qui veulent aller de l'avant qui s'imposent pendant une période de l'histoire. Maintenant, celui qui n'est pas content dit qu'il est clivant. On a élaboré le terme clivant là à l'extérieur. Et puis les gens se sont mis à chanter ici. Le premier, c'est clivant, il divise les gens, il faut qu'on soit ensemble. En ce cas, ben, moi, je dis que toi, vous avez pris l'argent des hélicoptères. On a tué des militaires. Vous voulez être des vassaux d'un pays étranger. En ben malien de, en ben d'oda kalem fait, mais en d'oda kalem fait de. En ce cas, ben. Parce que ce terme-là, il y a longtemps, je voulais expliquer aux gens, il n'y a pas de chef politique qui n'est pas clivant. Ça n'existe pas. Si clivant veut dire ce qu'ils entendent, les gens ne s'entendent pas. Vous regardez tous ceux qui tiennent longtemps dans leur pays. C'est les gens qui tracent une voie claire et ils suivent. En cas d'élection, les gens votent pour lui. Jusqu'au jour où c'est épuisé, on vote contre lui. La preuve, Churchill, je vous ai dit que c'est lui qui a libéré l'Angleterre. Mais dès qu'il y a eu les élections, les gens ont voté contre lui. Il est tombé aux élections qui suivent. Ça veut dire qu'à un moment, on a besoin de lui. Mais après, il a fini, ils ont voté contre lui, il est parti. De Gaulle a libéré la France, mais vous savez comment il a fini? On l'a chassé du pouvoir. Donc c'est pour vous dire que les Africains, là, les gens ne connaissent pas l'histoire. Vous savez aussi qu'un grand philosophe du XXe siècle a dit, Karl Marx, il dit que tous ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont appelés à répéter. Et surtout ceux qui veulent faire la politique. Si vous ne vous référez pas à l'histoire, ce n'est rien. Tout ce que je vous ai raconté depuis la conférence de Berlin, c'est des mensonges seulement, mais si tu connais l'histoire, tu regardes à travers des bonnes lunettes, tu te rends compte qu'il faut sortir de ça. Mais si tu ne connais pas l'histoire, à chaque étape, on amène un président, on te met un burqa, un sac sur la tête, on te parfume bien, et on te met des lunettes en bois, on te fait tourner, et puis on t'amène dans la direction qu'on veut. C'est ce que nous avons refusé. C'est tout. Sinon, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas un Malien qui a demandé à me rencontrer, je n'ai pas. Il n'y en a pas. Mais quand tu viens me dire que toi, ta condition, c'est d'organiser des élections et amener à la tête du Mali quelqu'un qui va être manipulé dans les semaines qui suivent, je te dirais non. C'est tout le problème. Sinon, il n'y a pas. C'est pourquoi je dis le plus important, ce n'est pas d'être démocrate, d'être partisan de Modibo Keïta, de Moussa Traoré, de ATT. Il faut aimer son pays, être un patriote. Ça, c'est le plus important. Quand on a un pays stable, on peut faire toutes les réformes que nous voulons. Je vous ai dit tout ça, je l'ai expliqué l'autre jour devant la délégation des Nations Unies qui sont venues ici. Je vais leur expliquer tout de suite, il y a une délégation. Je vais répéter les mêmes choses. Les membres de mon cabinet, ils vont s'ennuyer parce qu'ils entendent les mêmes choses tous les jours. Mais vous, il y a beaucoup de choses que vous n'avez pas entendues. L'autre jour, il y a un chef d'État qui m'a appelé de l'extérieur pour me dire que lui, il regarde en boucle, parce qu'ils avaient besoin d'entendre ça. Djadjani de Beke Malila, Uluta Kalama. Parce que c'est le mensonge qui parlait et la vérité se taisait. C'est à ça, le mensonge qui parle a toujours raison de la vérité qui se tait. C'est un dicton Bamana. Au Mali, il n'y a que le mensonge. Depuis des décennies, on ne fait que mentir. Et il y a toute une génération qui a grandi dans ça. Des dirigeants sont dans ça. Galon, Namara, Yuru Yuru, Djamfan, Motorula. Et Dieu a décidé de redresser les choses. C'est pourquoi les militaires là, Dongoro, je parle bien d'eux, les gens disent que je les vante. C'est la vérité. Tous les militaires là, c'est Monebo Deum, des Monebo Malion là. Nous le comptons, personne ne va prendre Kidal. Mais leur travail, ils ont besoin de soutien. S'ils ne sont pas soutenus, vous voulez le bas d'Abla. C'est comme l'AES qu'on vient de créer. Si les peuples ne soutiennent pas à Détagne, on a des présidents visionnaires qui ont tous été sur le terrain. Tout ça, j'ai lu, j'ai écrit, mais eux là, ils ont vu sur le terrain. Assimi fait partie de ceux qu'on a empêché de rentrer à Kidal. Le président burkinabé là, il était dans les contingents de l'aménagement au Mali. Il a vu les doubles jeux que les gens faisaient. On ne lui apprend rien. Celui du Niger, il fait beaucoup de choses, c'est superviser la lutte contre le terrorisme. Donc,
politicien, lui, il a vu tout ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'ailleurs qu'on leur explique les choses. Mais nous, il faut qu'on vous explique. Parce que si le peuple ne les soutient pas, seuls, ils ne peuvent rien faire pour l'Afrique. C'est ce que je dis à tout le monde. Il faut qu'on soit conscient, qu'on travaille. C'est le travail qui anoblit les hommes. Tous les peuples qui ont réussi, c'est avec le travail. Maintenant, la prise de conscience, la conscientisation, là, ça, c'est notre travail politique. C'est ce que nous faisons. Donc, je voudrais vous remercier. Parce que nous aussi, lorsqu'on sait que le travail qu'on fait est compris par la population, qui adhère, qui soutient, ça encourage. Parce que les gens ont peur du tout. Vous savez, quand tu as peur, tu ne peux rien faire de grand. Au Mali, dès que tu veux faire quelque chose d'important, vraiment, parce que ça, Dogolen de Congo, mais si tu fais ça, tu vas nulle part. Si tu ne parles, si les Mali ne s'étaient pas mis à parler pour ouvrir les yeux des Africains, mais après il y a eu le soulèvement au Burkina, le soulèvement militaire, il y a eu le soulèvement au Niger, et il y a d'autres pays, il y a eu le soulèvement, ils ont essayé de récupérer. Il y a des bons coups d'État, il y a des mauvais. Maintenant, dès qu'il y a un soulèvement, quand ils savent que le régime est tombé, ils ont compris la leçon. Il faut parler avec ceux qui viennent. Parce qu'on a essayé au Mali, on a essayé au Burkina, on a essayé au Niger, à Magné. Donc c'est ça. Les coups d'État qui ont ceux qui disent pouchis là. Après le coup d'État du Niger, il y a un autre en Afrique. Le représentant de la politique extérieure de l'Union européenne, Joseph Borrell, il a organisé une réunion dans la même semaine en Espagne, à Toledo, avec les ministres de la Défense de l'Union européenne. Il dit, bon écoutez, l'Afrique, là, on a des intérêts là-bas. Il faut qu'on cherche à les comprendre. Donc, le coup d'État en question, ils disent qu'ils vont suivre. Mais le Niger, ils disent qu'ils vont faire une réunion de défense à Paris. Vous voyez? Donc, nous, notre travail, c'est le travail de sensibilisation. Les présidents tracent les grandes lignes. Nous, nous sensibilisons la population parce que c'est l'adhésion des masses qui peut faire aboutir une idée. Quand une idée s'empare des masses, personne ne peut l'arrêter. Mais quand ça reste seulement au niveau des dirigeants, là, on va les enlever, soit on les élimine, on les corrompt, ou bien ils vieillissent, ou ils meurent, et puis c'est fini. Mais quand c'est la masse, là, il y a toujours des gens qui vont venir prendre le flambeau. Nous, on a eu la chance, on a eu des jeunes militaires de 40, 50 ans. Mais dans l'espace civil, les politiques, je ne suis pas sûr qu'il y en a aujourd'hui. Qu'à 30, 40, 50 ans, ils peuvent affronter l'Occident. Mais nous, on a eu des jeunes militaires qui l'ont fait. Nous devons dire merci qu'on associe ces deux forces-là pour faire avancer le pays. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre soutien. J'ai beaucoup d'audience ce soir. Il y a une délégation des Nations Unies que je vais recevoir. Je vais leur dire la vérité. Le mensonge qu'on leur a mis dans la tête là. Mbanga tient fouillé. Ukata fo yoromina. Et je leur ai dit que ce jour, quand on va dire ça, je suis sûr ce qui est enregistré là. Ou peut-être là, il cabinet ou là, les militaires, les services secrets, avec un lagede, à Congolo lagede. Regardez ses yeux. Abekouma, est-ce que Fatote, est-ce que Niere, Abba Fekatami, qu'est-ce qu'il veut? Moi, je leur ai dit ça et je vais le répéter. Parce qu'on a besoin de ce travail de sensibilisation. C'est ce qui fait que les Africains vont se réveiller. C'est pourquoi je voudrais vous remercier et vous dire que ça nous fait chaud au cœur. Je suis sûr que le président, quand il va voir ça, il va être renforcé dans ses convictions. Même ce matin, il était en conférence avec les chefs d'État de l'AES. Parce que nous, on a passé déjà la phase active. Nos chefs d'État ont passé à la mise en œuvre de ce qui a été décidé. Et on ne va pas dormir sur les lauriers. Toutes les questions stratégiques là, le président s'y attaque, nous on le soutient, on explique à la population pour amener à soutenir, et vous aussi, même si on veut s'arrêter là, il faut nous pousser. Vraiment. Et donc, merci beaucoup, madame. Et comme vous êtes étranger, je dois vous dire, je finis par ça. Nous, on n'a pas d'ennemis dans le monde. Nous voulons juste qu'on nous respecte. J'ai expliqué à beaucoup que le peuple français ne peut pas être notre ennemi. Moi, je connais l'histoire, je connais des Français qu'on a tués, on a fait disparaître parce qu'ils se battaient pour l'indépendance des Africains. Et aujourd'hui, la majorité des Français, je suis d'accord, ne sont pas d'accord avec ce que les dirigeants font. Donc, on est contre une certaine politique des dirigeants français. On n'est pas contre la France ni les intérêts de la France. Chaque pays défend ses intérêts. Et puis, on a des Maliens en France. C'est là où on a la plus grande communauté à l'extérieur après la Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on est malade pour se mettre contre ceci? Et leurs intérêts, ils travaillent là-bas, ils vivent, ils payent des impôts, et leur rapport à notre économie est plus important que cette aide de développement. Est-ce que nous, on va se mettre contre eux?
Mais aussi, mais les dirigeants là-bas ne leur demandent pas. Ils se mettent à nous menacer. Avec les radios, nous pomper l'air. On les a tous fermés. Parce qu'on les a pris en train d'organiser des guerres civiles ici, de faire mentir. Ayou genfo me boalao. Ayou chala à l'aéroport à Tara. Chez Mouliga Bafanka. Donc vraiment, merci beaucoup. Et tenez bon. Parce que nous, c'est vous, si vous tenez bon, nous, on est obligé de tenir. Et nos chefs aussi qui sont devant là, ils vont avancer. Ils ne vont pas s'arrêter. Merci beaucoup, la séance est levée. Je tiens toujours à vous rappeler qu'il y a une formation que nous avons lancée pour vous sur les achats en Chine. C'est une formation qui va vous montrer, qui va vraiment vous aider à pouvoir faire les achats en Chine et recevoir en Afrique. Peu importe là où vous vous trouvez, que vous soyez en Côte d'Ivoire, au Gabon, au Mali, peu importe là où vous vous trouvez les amis, vous pouvez suivre cette formation et commencer à importer depuis la Chine et recevoir dans votre pays sans toutefois vous déplacer les amis. Eh bien, c'est tout ce que je voulais partager avec vous. D'ici à là, portez-vous bien et retrouvons-nous dans la prochaine vidéo. À très bientôt.